Vous suivez sur LN24 la remise des académiques honoris causa en partenariat avec l'association Carta Academica et le quotidien Le Soir. Merci de vous y intéresser parce que c'est important. Cette cérémonie, c'est l'occasion de rendre hommage à ces académiques dont les recherches contribuent tout simplement au bien commun. Cette année, on vous le disait, un thème, c'est la résolution de conflits. Alors on est allé en Chine, on est allé en Israël, on a fait un petit bond par la Palestine et là on se rend au Guatemala et au Canada pour un sujet qui finalement fait le pont entre ces deux pays. C'est la condition des communautés indigènes, des communautés autochtones. Bienvenue à la cérémonie des académiques honoris causa. Les droits des peuples indigènes sont donc au cœur de ce troisième volet déjà. Guatemala au Canada, on verra que finalement les discriminations sont peu ou prou les mêmes, mais on aura besoin d'Olivier Servet et d'Amaury Dehoux pour bien identifier ce dont on parle. On va récompenser aujourd'hui deux femmes. Irma Alicia Velasquez Nimatouj, elle est honorée pour ses actions visant à faire reconnaître les droits des peuples indigènes au Guatemala, et Janet Smiley, honorée pour ses travaux en termes de santé publique et d'accès précisément à la santé, puisque ça reste vraiment l'un des gros écueils pour ces communautés. Olivier et Amaury, chacun un devoir, présenter l'une et l'autre. Peut-être Amaury, d'abord, vous avez soufflé, vous, le nom d'Irma. Pourquoi ? Bien, parce que pour une anecdote tout à fait personnelle, j'étais aux États-Unis et j'ai vu cette femme habillée en tenue indigène, très solaire, très rayonnante, et donc elle m'a interpellé et elle parlait beaucoup des droits indigènes, et donc par la suite j'ai appris à la connaître, et donc son combat, sa lutte m'a fortement frappé. Donc c'est une femme qui fait un précédent dans sa communauté, puisque c'est la première femme Maya Quiché, donc une des ethnies indigènes du Guatemala, à obtenir un doctorat en anthropologie sociale. Et c'est quelqu'un qui véritablement va devenir académique pour résoudre les conflits. Donc ce n'est pas un académique qui est confronté à un conflit et qui se dit « je rentre dans le conflit », c'est quelqu'un qui connaît dans sa chair le conflit qui frappe ancestralement la population, la communauté à laquelle elle appartient, et qui se dit « devenir académique va peut-être m'apporter des armes pour tenter de régler ce conflit ». Et donc c'est quelqu'un qui défend énormément la méthodologie académique, le regard critique, pour justement déconstruire les mécanismes du racisme qui sévissent au Guatemala, dans l'espoir que cette déconstruction puisse rendre plus compliqué, plus difficile de la reproduction de ces mécanismes. Et on voit qu'elle est souvent à cheval entre la théorie et le terrain, puisque c'est une femme de terrain en réalité. C'est quelqu'un qui concilie en fait son rôle d'académique et qui le met au service de son travail de journaliste, de son travail de porte-parole des communautés indigènes, et qui trouve justement dans ce rôle d'académique aussi une expertise, une légitimité qui lui permet de donner une voix à des peuples qui sont silenciés, qui n'ont pas droit à la parole, et elle vient avec cette expertise, avec ce diplôme, donner la voix et s'inscrire dans des procès. Par exemple, c'est quelqu'un qui, en 2016, participe comme témoin expert à un procès historique, puisque c'est la première fois que dans l'histoire, un groupe armé militaire a été reconnu coupable de sévices sexuels sur des femmes indigènes. Et donc c'est quelqu'un qui participe en tant que témoin expert et qui libère la parole, parce que pour ces personnes indigènes, d'une part, il y a un tabou énorme. Il y a un tabou lié à la société patriarcale, et il y a un tabou lié au fait que les indigènes n'ont pas le droit, ne sont pas inclus dans le système judiciaire. Donc c'est vraiment des doublement dominés, on pourrait dire, qui trouvent justement quelqu'un qui les aide et qui les soutient. Une grande femme, Irma Alicia Velasquez Nimatouj, chercheuse guatémaltèque en anthropologie, et vous le disiez, première docteur Maya Quiche en anthropologie sociale. Deuxième femme, alors c'est un tout autre style, Janet Smiley. Alors pour la rencontrer, on part au Canada avec vous, Olivier Servet. Elle s'intéresse particulièrement à l'accès à la santé des femmes. Oui, alors ce qui est important de dire peut-être d'abord, c'est que c'est une métisse, et au Canada, une métisse, c'est pas n'importe quoi, puisque c'est ni une autochtone au sens premier du terme, ni une blanche. Donc il y a une longue histoire, en fait, quand les Européens débarquent au XVIe siècle, les relations, en fait, vont d'abord être des relations de collaboration, et donc ça va se mélanger entre peuples, et ça va déboucher sur des métisses qui, petit à petit, dans les processus coloniaux et aussi d'affrontement entre Amérindiens et Occidentaux, vont faire que ces métis, ils ne sont ni d'un côté ni de l'autre.
et donc ils vont revendiquer une nation pour eux. Ça va déboucher sur ce qu'on a appelé la guerre de la nation métisse à la fin du 19e siècle. Et donc en fait cette identité, elle est construite sur un conflit et aussi sur le fait d'avoir été rejetée de part et d'autre. Et ce qui est magnifique avec Janet Smiley, c'est qu'en fait elle sort complètement de cette logique de conflit. Au contraire, elle va se mettre à défendre. Bon, d'abord, c'est une brillante universitaire. Elle a été formée à Johns Hopkins aux États-Unis en santé publique. Elle est médecin. Elle a été formée dans 3 autres universités au Canada. Elle a des formations interdisciplinaires et elle va vouloir relier en fait les connaissances, les traditions médicales, les traditions de guérison, les traditions de santé des peuples premiers des Amériques au sens large, inuits, amérindiens, métis, avec les connaissances scientifiques les plus modernes, pensant que l'une et l'autre en fait sont complémentaires, et ce faisant en fait elle va redonner une certaine fierté en fait à ces traditions. Je rappelle quand même que quand les anglophones ont débarqué sur le continent, rapidement ils ont identifié ce qu'on appelle aujourd'hui les chamans comme des medicine men, et donc il y avait bien la guérison, la question de la santé, elle était au cœur en fait de cette question, si ce n'est que les conflits n'ont pas aidé en fait à les valoriser à leur juste mesure. Et vous parlez de conflits, on peut parler de discrimination, et on va le voir, l'accès à la santé, c'est justement, disons, l'un des premiers privilèges qu'on ôte à une communauté discriminée. Mais de quoi parle-t-on exactement quand on évoque les discriminations dont sont encore victimes ces communautés autochtones? On parle de beaucoup de choses, à la fois d'accès à la santé, d'accès à la justice sociale, accès à l'emploi, à un logement salubre tout simplement. Voyez ce reportage de Paul Lonsin, il revient sur le contexte de ces communautés indigènes au Canada. 751 tombes d'enfants découvertes dans le pensionnat de Mariéval dans l'Ouest canadien. En juin 2021, l'information choque tout le pays et le monde entier, symbole d'une politique d'État contre les peuples autochtones dans les internats gérés par l'Église catholique. This discovery here sort of brings light to how we were treated. You know, that's only part of it. That is how we were treated. Many of the children from here died. Au moins 150 000 enfants inuits métis ou des Premières Nations ont été retirés à leur famille et sont passés par ces pensionnats entre 1870 et 1990. Ça a été un programme, la mise en place d'un programme d'assimilation carrément. Là. C'est un génocide. Ce qu'on a vécu, on appelle ça un génocide aussi. Quand tu détruis sa langue, la culture, sa spiritualité à quelqu'un, puis tu la remplaces par d'autres valeurs. Après la découverte de plusieurs sites mortuaires, le Premier ministre Justin Trudeau a présenté une nouvelle fois les excuses du gouvernement canadien qui avait déjà reconnu en 2008 un génocide culturel. En visite au Canada en juillet dernier, le pape François s'est également excusé au nom de l'Église catholique. Pido perdón por la manera en la que lamentablemente muchos cristianos adoptaron la mentalidad colonialista de las potencias que oprimieron a los pueblos indígenas. Estoy dolido. Aujourd'hui au Canada, les communautés autochtones sont encore particulièrement touchées par la misère, l'alcoolisme, la violence conjugale et des taux de suicide élevés. Pour leurs représentants, cela est dû en grande partie à l'héritage de cette politique d'assimilation forcée. Et merci à Paul Lonsin pour ce reportage. On le voit, ce sont à la fois des violences quotidiennes à Maurice, c'est la discrimination, c'est le manque d'accès aux soins de santé, c'est le manque d'accès à l'emploi, c'est même les violences conjugales, on l'apprend dans ce sujet. Ça nous surprend quand même en 2022 de parler à la fois du Guatemala et du Canada, qui sont deux pays très différents. Le Canada, on aurait plutôt tendance à dire un pays riche. Le Guatemala, un pays issu de l'Amérique latine, dont on connaît parfois le contexte plus compliqué. Et pourtant, deux communautés indigènes, autochtones, qui sont victimes presque des mêmes discriminations et de la même précarisation. Comment est-ce que vous lisez, vous, cette situation ? D'un point de vue historique, on est quand même finalement sur deux peuples qui ont été dépossédés, entre guillemets, de leur terre et dépossédés aussi d'une vision du monde. Pour moi, c'est ça qui est fondamental. C'est que, au-delà même du conflit armé, etc., au-delà même de l'accès à la soins de santé, si demain ça devenait égalitaire, il y a encore l'idée aussi de rendre à chaque peuple le droit de s'exprimer dans ses paradigmes. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel pour régler les conflits. Il s'agit de pouvoir dialoguer et d'entendre ce que ces peuples peuvent nous dire et comment ils pensent le monde. Je vais prendre un exemple, c'est nous avons une pensée très extractiviste du sol, donc la terre nous appartient, nous le faisons. Pour les peuples indigènes, très souvent, la terre où ils sont nés,
c'est vraiment leur être qui est déposé, la mémoire ancestrale y est déposée. Donc on ne peut pas vivre sur une autre terre si on est indigène. Et donc si nous on arrive et on leur dit mais on vous donne une autre terre à la place, mais on est dans un dialogue qui ne fonctionne pas entre eux puisque on ne se comprend pas parce que pour eux cette terre-là c'est leur terre principale. Et donc pour moi il y a vraiment cette idée fondamentale qu'on a une colonisation dans les deux cas et qu'au final la discrimination vient de ce geste initial de réduire au silence les deux peuples. Mais c'est intéressant d'évoquer la terre, parce que ici, quand on voit par exemple au Canada, finalement, ces populations indigènes, je lisais qu'elles vivent dans les grandes villes, hein, elles sont plus du tout dans ces images que l'on peut se faire de voilà, une population qui habite dans une forêt éloignée de tout. Non, on est vraiment sur une majorité qui sont dans les grandes villes, qui sont dans des logements pour la plupart insalubres, qui sont dans des logements surpeuplés. On en parlera avec Leïla Belkir qui est avec nous. Je fais toujours la faute, qui est avec nous. Et merci de nous rejoindre parce qu'on aura besoin de vos lumières sur la santé publique. Olivier Servet, est-ce que véritablement ce passé colonial peut encore intervenir ici pour expliquer que ces populations soient autant discriminées? Ouais, le problème, en fait, c'est pas les droits, parce qu'au Canada, on peut reconnaître quand même qu'il y a eu des avancées majeures. Le problème, c'est les imaginaires. Jeannette Smiley parle de racisme endémique, par exemple, dans les soins de santé, au sens où il y a une discrimination liée à un imaginaire dont on a difficile à se départir. Et quand on regarde dans les zones socio-économiques précarisées en Belgique, on a des imaginaires qui sont charriés de la même manière, si ce n'est que les populations parmi les plus précaires au Canada, ce sont ces autochtones, ce sont ces Premières Nations. Et donc aujourd'hui, en fait, le problème, il est là, c'est de transformer les imaginaires. Et ça passe par l'éducation, ça passe par un travail de fond qui prend du donc, temps. L'imaginaire, ça va être un employeur qui, par exemple, entre un autochtone et un non-autochtone, sans le faire exprès, va privilégier un non-autochtone. Oui, et alors du coup, là ça aussi, impacte l'emploi, parce que les chiffres de l'emploi sont très... Tout à fait. Alors, de nouveau, le droit aide aussi, mais il ne peut pas aider sur tout. Et donc, à un moment, le droit, il doit être complété, en fait, par l'éducation. Et donc, aujourd'hui, il y a un travail immense qui doit être fait, mais de nouveau, c'est pas que l'éducation, c'est reformer les maîtres qui éduquent à une pensée différente. Et donc, le travail sur les imaginaires, c'est le plus long. Leïla Belkir, vous êtes d'accord avec ça? On imagine que finalement, l'accès aux soins de santé n'est qu'entravé par la condition socio-économique? En tout cas, il y a un lien, clairement. On sait que l'accès aux soins de santé est moins bon chez les personnes ou les populations pour qui l'index socio-économique est le plus bas. Et il suffit de regarder aussi, même en Belgique, l'espérance de vie n'est pas la même entre la Flandre, la région bruxelloise et la Wallonie. Et si on va même plus loin, il y a un écart quand même très important entre les villes les plus riches dans le Brabant flamand et le Hainaut. Or, on sait que le Hainaut est plus pauvre. Donc, on a montré aussi, on le sait pour d'autres pathologies infectieuses, on en a parlé avec le Covid, ça a été clairement démontré qu'il y avait un impact. Il y a plus de risques d'hospitalisation, plus de risques aussi de formes sévères parmi les populations pour lesquelles l'index socio-économique est plus bas. C'est connu aussi pour la tuberculose et pour d'autres pathologies. Donc, il y a un accès aux soins qui vraisemblablement est différent, une éducation à la santé aussi, probablement qui n'est pas la même non plus. Et puis pour certaines, je vais revenir à ce que je connais mieux, c'est-à-dire les pathologies infectieuses. Quand on dit à des personnes qu'elles doivent s'isoler parce qu'elles risquent de contaminer d'autres personnes, il n'y a rien à faire. C'est plus facile de le faire quand on habite dans une grande maison par rapport à des personnes qui vivent avec une promiscuité qui est beaucoup plus importante. Et c'est aussi l'une des données de plusieurs rapports qui évoquent les autochtones du Canada, c'est de dire que la plupart habitent dans des logements surpeuplés précisément. Alors vous évoquez l'espérance de vie et la tuberculose. En fait, c'est deux données qu'on avait puisque les autochtones au Canada présentent une espérance de vie plus courte de 10 à 15 ans que les non-autochtones. La prévalence de la tuberculose, elle est à 290% supérieure dans le cas de certaines communautés. Le taux de suicide est de 5 à 10 fois supérieur chez les jeunes uniquement. Et alors, on note vraiment une discrimination dans l'accès aux soins de santé. Et ça, ce sont des témoignages d'autochtones eux-mêmes qui disent on arrive à l'hôpital et on sait qu'il va y avoir un filtre à l'entrée, même si ce filtre n'est pas avoué. Quand on entend ça, comment est-ce qu'on peut se dire qu'en 2022, dans un pays comme le Canada, des écarts aussi importants puissent être observés? C'est choquant. Voilà, maintenant, comment Mais c'est un système de soins de santé fragile ou c'est une discrimination qui, même avec un système de soins de santé hyper fort, continuera à faire son travail? Alors moi, je ne sais pas donner un jugement par rapport au Canada parce que je n'y connais pas et que ça n'est pas... Maintenant, je pense qu'en Belgique, quand on arrive, malgré tout,
dans un hôpital, et ça on a la chance en Belgique d'être bien soigné, là quelle que soit sa condition. Mais le problème souvent c'est le délai aussi avant d'arriver soit à la médecine de première ligne, soit à la médecine à l'hôpital. Donc souvent, et ça on constate même d'expérience personnelle, quand on se forme comme médecin spécialiste, on va dans plusieurs hôpitaux de différentes régions et le stage aux urgences est souvent très parlant. On voit parfois arriver des personnes à un stade beaucoup plus avancé de maladie, de cancer, parfois parce qu'il n'y a pas eu de dépistage, et ça on le constate plus dans les régions justement beaucoup plus défavorisées par rapport à d'autres régions qui sont plus favorisées. Mais donc tout vient, on a le sentiment de cette situation socio-économique. Il semblerait que si on réglait cette histoire d'emploi, l'emploi est presque médiocre auprès des populations autochtones, en tout cas vraiment nettement moins élevé. Ça pourrait démarrer de là, d'après vous, si on a un emploi, si on s'intellectualise, si on se forme, on se sensibilise, voilà, on le dit comme ça un peu maladroitement, mais on a plus accès aux soins de santé, on est plus dans une dynamique de prévention. Moi, je n'ai pas la réponse à ça aussi simple, parce que je pense que voilà, ça n'est pas, et que probablement qu'Olivier saura mieux répondre que moi. En tout cas, il y a un lien entre être clairement plus pauvre, avoir une moins bonne santé aussi de façon générale pour bien s'alimenter. Enfin ça je veux dire c'est pas quelque chose de neuf ce que je vais dire. On sait que avoir une alimentation plus saine, être moins à risque d'obésité ou de surcharge pondérale, c'est plus facile aussi quand on a les moyens que quand on est plus pauvre. Donc c'est un tout. Et c'est la même chose aussi vraiment pour l'éducation à la santé, pour la prévention, pour la vaccination des enfants, des adolescents. Là aussi il y a une différence entre la Flandre et entre la Wallonie. Donc c'est vraiment un tout, mais qui passe, et ça je rejoins ce que disait Olivier, par l'éducation. Et cette éducation précisément à la santé, c'était un peu le fer de lance du travail de Janet Smiley. On termine sur une note positive avec cette question que Paul Lonsin a posée à cette lauréate, qui est de savoir mais qu'est-ce qu'on peut espérer pour les années à venir concernant ces communautés autochtones au Canada. So much has changed over time. We have so many more Indigenous people in positions of leadership. The president of our National Medical Association is a Métis man. He's from the same group of people as I am. So that's pretty amazing. I don't know that my grandmother would have ever imagined that, or my mother as a nurse. And then I think we all have to have hope as a global society. So it's hopeful to get an award like this all the way from Europe. I think that we can look across difference, and if we can do that as human beings, then we're going to have the solutions to all the world's biggest problems: war, global warming. Regarder au-delà des différences pour avoir une réponse aux conflits mondiaux. Voilà, ce sont les derniers mots de la 4e lauréate, Françoise Sultkens, des mots qui vous parleront, qui font écho à votre combat. Évidemment, mais tout à fait. Et c'est émouvant de l'entendre par des gens qui sont là, qui sont en situation, qui le vivent. Il faut s'en imprégner fondamentalement. Comment ce conflit-là peut ne pas devenir un conflit insoluble, puisque là aussi, on en parle. Alors, Amaury évoquait le passé colonial, c'est encore plus vieux. Une des voies pour moi serait précisément dans la suite de ce que Olivier et Leïla a dit, justement de partir de la base, de partir de l'éducation, de la formation, et que le législateur, puisque je dois avoir une petite casquette juridique ici, et bien que le législateur parte des besoins des gens. Parce que pourquoi tellement de lois échouent? C'est parce qu'on les a imposées de l'extérieur, sans aucune préoccupation de ce que les gens vivent. Ce sont des pions. L'exemple de la pauvreté, pour moi, est évident. Là, on gère ça comme si les gens étaient des pions. Mais les pauvres ont quelque chose à dire sur leur situation. Et donc ça, c'est vraiment pour moi un changement radical qu'on doit avoir dans nos parlements, voilà, c'est eux qui font la loi. Parce que la politique, finalement, est présente un peu partout. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Leïla Belkir, oui, cette fois je l'ai bien dit. Voilà, Amaury et Olivier restent jusqu'à la fin aux côtés de Françoise Sultkens. On poursuit cette remise des prix des académiques honoris causa. C'est l'occasion, on le disait, de rendre hommage à toute une série d'académiques qui font un travail incroyable sur le terrain et en théorie aussi, qui poursuivent des recherches pour aller de plus en plus sur ce chemin de la paix, puisque le thème de cette année, c'est la résolution de conflits. Restez bien avec nous. Dans un instant, on poursuit notre voyage sur le chemin de la paix. On va évoquer le génocide avec Philippe Sands. À tout de suite.